Et si le déchet était la nouvelle pépite? Et si réparer, réutiliser, recycler devenait la nouvelle norme? Et oui, l'économie circulaire est bénéfique pour l'environnement parce qu'elle permet de préserver les ressources naturelles. Encore faut-il réussir à les faire circuler en Europe. Et c'est ce dont on va parler dans cette seconde séquence. Et je vais demander à Philippe Keren, directeur général de Solvay, et Karima Delli, experte en politique européenne, de me rejoindre sur scène. On les applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les deux. Là, c'est parfait. Où vous voulez, vous avez toute la place que vous voulez. Jean-Philippe Keren, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Je le disais en introduction, Philippe Keren, directeur général de Solvay, Karima Delli, experte en politique européenne. Je parlais de pépites en introduction, Philippe Keren. Les déchets sont-ils des joyaux? Est-ce que je vais un peu trop loin? Est-ce que c'est une évidence stratégique? Non, c'est tout à fait ça. C'est venu tout seul, mais ce n'est pas erroné alors. Mais non, la meilleure matière première, c'est celle qui est disponible juste à côté de chez nous. Et c'est vrai que ça permet d'éviter d'exploiter les ressources naturelles avec des impacts sur l'environnement. Ça permet aussi de développer la souveraineté, parce que c'est disponible, encore une fois, juste à côté de chez nous. Et très souvent, c'est compétitif, d'ailleurs. Donc, juste pour citer un exemple, c'est pas très connu, mais en France, à La Rochelle, on a la seule usine, en dehors de Chine, qui est capable de produire n'importe quel type de terre rare à partir de n'importe quelle source de terre rare. Et donc, c'est une usine qui, aujourd'hui, produit principalement des terres rares pour la catalyse automobile. C'est un marché qui va probablement disparaître petit à petit et qu'on propose de remplacer par de la production pour faire les aimants permanents. Les aimants permanents, c'est les moteurs électriques, c'est les éoliennes, etc. Et on vient de commencer une petite production. Aujourd'hui, pratiquement 100% de ces matériaux viennent de Chine. Donc, on est prêt à investir. D'ailleurs, toute la production qu'on a lancée depuis le début de l'année, c'est à partir de matières recyclées. Ouais. Mais le défi, c'est de mettre en place la chaîne de valeur. Donc, si je comprends bien, si je vous suis bien, Solvay est capable de recycler des terres rares, d'ores et déjà. Oui, alors on est capable de traiter des terres rares recyclées. C'est-à-dire que notre métier, c'est pas de collecter et de recycler. On a des partenaires qui font ça. Mais nous, on est capable de reprendre de la matière recyclée et de produire des terres rares pour faire des moteurs électriques. Alors, valoriser, c'est bien, mais il faut aller plus loin et intégrer les déchets dans la fabrication intrinsèque des produits. C'est déjà le cas chez Solvay. Est-ce que vous pouvez nous donner une illustration pour qu'on comprenne bien, que les gens dans la salle comprennent bien où ces déchets recyclés se positionnent dans un produit? Oui, alors c'est vrai que on est chimiste, donc on s'intéresse à ce type de sujet depuis très très longtemps. On a toujours cherché une manière de sécuriser notre approvisionnement en matières premières, d'être plus compétitif et de répondre aux besoins des clients. Et je vais juste vous donner un exemple très rapide. On travaille beaucoup avec les constructeurs de pneus et ils utilisent un de nos produits qui est la silice précipitée. En rajoutant la silice précipitée en fait dans le processus de fabrication des pneus, on permet de réduire les forces de frottement, donc réduire la consommation. Et ça peut aller très loin. Et il y a une demande de plus en plus forte, parce que tous ces constructeurs de pneus ont pris des engagements forts d'utiliser des matières recyclées. Et ils ont des ambitions extrêmement fortes, 40% à l'horizon 2030, 100% à l'horizon 2050. Et donc, on les accompagne et on va fabriquer de la silice à partir de matières biosourcées ou de matières recyclées. Un exemple, on va démarrer cette année de la production de silice en Italie à partir de cendres d'écorce de riz à la place du sable de carrière. Mais alors cette écorce de riz, quand on pense riz, on pense Chine, Inde. Est-ce qu'un jour vous pourriez aller la chercher beaucoup plus loin qu'en Italie? C'est pas le but. Chine, par exemple. Bah oui, c'est pas le but. C'est pas le but parce qu'en fait, pour qu'elle soit durable, cette chaîne de valeur et cette chaîne d'approvisionnement, il faut qu'elle soit courte. Et tout l'intérêt en fait de ce genre d'opération, c'est d'avoir un sourcing juste à côté de chez nous. Alors ça peut être quand même 100-150 km si vous voulez, mais c'est pas l'autre bout du monde. Bien sûr. De manière générale, cet approvisionnement en déchets, il reste un petit peu incertain, approximatif. Concrètement, quelles sont les difficultés, Philippe Keren, que vous rencontrez? On rencontre pas mal de difficultés d'ordre réglementaire. Je vais citer deux exemples très rapidement.
Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des combustibles solides de récupération pour faire de la chaleur, de l'électricité, etc. C'est ce qu'on appelle des déchets recyclés. C'est-à-dire vous prenez tous vos déchets, vous recyclez tout ce que vous pouvez recycler, et il reste à la fin quelque chose qu'on ne peut pas recycler, on va le brûler. Aujourd'hui, quand on fait ça, on paye autant de quotas CO2 que si on brûle du gaz naturel qui vient de Russie ou de l'autre bout du monde. Pourquoi ? On a un gisement qui est disponible juste à côté de chez nous, et on le taxe au niveau du CO2 de la même manière que si c'était du combustible fossile. C'est une décision simple qu'on peut prendre. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi elle n'est pas prise, tellement elle est simple. Deuxième exemple, la qualification d'un déchet en matière première, la requalification d'un déchet en matière première. C'est à la discrétion de chaque pays. Ça veut dire que quelque chose, hein, le traitement en fait de la fin de vie d'une matière, c'est vraiment problématique. Parce que, d'ailleurs c'est très paradoxal, parfois c'est plus simple d'envoyer un déchet en Asie que de l'envoyer dans le pays d'à côté, parce qu'en fait c'est un déchet, on n'a pas le droit de le faire. Voilà, donc essayons d'harmoniser tout ça, c'est des décisions qui sont simples à prendre, très simples à prendre. Je ne peux que vous transmettre la parole, ma chère Karima Delli, pour répondre à ces verrous qu'il faut faire sauter et que vient de nous exposer Philippe Keren. La circularité, la gestion des déchets, c'est une priorité de la Commission européenne. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ça m'a fait beaucoup rire, et comme je suis un peu politique, de voir mon nom avec experte de la politique européenne, je pense qu'il faut être humble en politique. Voilà, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été 15 ans députée européenne et 8 ans à la tête de la commission des transports au sein du Parlement européen. Et aujourd'hui, votre question, elle est quand même assez terrible. Est-ce que la Commission européenne, donc moi j'étais le Parlement européen, vous voyez, est-ce que la Commission européenne était à la hauteur des enjeux ? D'abord, c'est pas été, c'est est. Alors, moi j'ai dit été. Voilà. Parce que j'ai écouté ce que le dirigeant, le patron de Michelin, Florent, si je peux me permettre de t'appeler par ton prénom parce qu'on se connaît très bien, a dit tout à l'heure en introduction. Tout d'abord, l'Europe c'est exceptionnel. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'économie circulaire, la circularité, ça existe depuis 1915, hein. Vous regardez le droit de l'environnement, la circularité, il y a toujours plein de normes, il y a toujours plein de choses. Et on se dit, alors, il y a un moment où ça avance ou pas ? Et il a fallu attendre 2019, le pacte vert, sous le nom indiscret et sympa de Green Deal, où on s'est dit, on va peut-être faire quelque chose sur l'économie circulaire. Et c'est à ce moment-là où, justement, la Commission européenne a pris un peu ses responsabilités. Alors, elle a appelé ça, vous êtes bien assis, un nouveau plan d'action pour une économie circulaire, pour une Europe plus propre, plus compétitive, accessible à tous. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc déjà, il y a des axes. Donc la prévention des déchets, en amont, il l'a un peu dit tout à l'heure notre ami Bertrand Picard. Bertrand, je peux t'appeler aussi par ton prénom parce qu'on se connaît. Il y a aussi une volonté donc d'améliorer les chaînes de valeur. Il y a une amélioration du recyclage et il y a aussi un soutien des modèles d'affaires circulaires, réemploi par la Commission européenne. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, parce que la Commission, elle dit, et nous on fait, le Parlement européen, c'est-à-dire tout ce qu'elle dit, à un moment, même si on n'a pas l'initiative de la loi, tout ce qu'elle dit, il va falloir le retraduire dans la législation. Et la législation, parfois, je vous le dis tout de suite, alors moi j'ai été politique parce que j'entends depuis tout à l'heure quelques critiques. En plus, je suis écolo, ne partez pas. Mais parfois, le politique est en retard par rapport à l'innovation. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Parfois, il y a des contraintes par rapport à l'innovation. Et là aussi, il y a des objectifs qui sont mis, parfois, qui ne respectent pas, justement, une dynamique industrielle, une dynamique réelle de terrain, etc. Et dans ce cadre-là, on a des objectifs. On dit quoi ? Recyclage de 55% des déchets municipaux d'ici 2025. Avant la fin de l'année, tout le monde devrait avoir réussi. On est très loin des objectifs. Limitation de la mise en décharge à 10% d'ici 2025. Renforcement du principe de responsabilité élargie du producteur. Bref, elle fait des grandes stratégies. Elle émet des objectifs. Mais moi, je suis comme Florent. C'est-à-dire que l'Europe, on doit... Et c'est pour ça que je suis hyper contente d'être parmi vous ce soir. Parce que s'il y a quelque chose à faire avec Moving On, c'est de se dire maintenant le nouveau terrain de jeu, c'est pas le Made in France, je suis désolée.
le nouveau terrain de jeu, il est à l'Europe. Les entreprises dessinent des feuilles de route à l'Europe. Et la première chose, c'est de convaincre la Commission. Première chose que la Commission n'avait pas compris, c'est véritablement de dire il y a plus de 50% de nos déchets qui ne sont pas traités en Europe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on fait pour qu'on ait une vraie politique industrielle? Comment on fait pour qu'on ait une vraie souveraineté européenne? Et c'est là que Moving On, on va dessiner la feuille de route et on va dire voilà le plan d'action. Mais en tout cas, j'aime l'idée, et je vous le dis, c'est l'influence française à l'Europe. Nous avons perdu énormément d'influence. Non pas parce que Thierry Breton est parti, non pas parce qu'on avait de très bons députés avant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Il faut être présent à Bruxelles. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, alors le plan, on va tous se mettre d'accord, c'est que la stratégie de la Commission, elle est basée juste sur le recyclage. Et donc, personne n'a entendu ce qu'a dit Bertrand Piccard. Pourquoi nous n'avons pas une stratégie réelle de prévention qui dirait désolé, ne plus produire des déchets, c'est gagnant pour l'Europe. Et donc, il faut aller chercher, notamment, qu'est-ce qui fait que les ressources continuent d'être extraites, transformées, consommées dans un modèle qui, aujourd'hui, il l'a pas dit comme ça, Bertrand. Mais presque. Il veut pas dire, mais nous sommes dans une planète aux ressources finies. Donc, il faut quand même commencer à dire, la Commission européenne, maintenant, la feuille de route, c'est, si on n'utilise pas les ressources, ou moins des ressources déjà naturelles, ce sera un très, très grand pas sur, notamment, le volet de l'économie circulaire. Deuxième chose, l'ambition de la réduction de la consommation. Il n'y a pas de mesures concrètes réellement pour réduire la production, la consommation globale de matières premières. Il y a quelque chose qu'on peut dessiner tous ensemble. Et c'est là où on sera très bon, parce que les autres pays, pour l'instant, ils ne sont pas en train de travailler dessus. Donc il y a quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord. Ensuite, les objectifs. Ils ne sont pas contraignants. Et à l'Europe, quand il y a des objectifs, on peut les changer quand on veut. Alors que là, quand je regarde, alors c'est non contraignant. Donc tout à l'heure, je vous ai dit c'était 2030. Maintenant, on repousse à 2035. Mais on va attendre combien de temps? Il y a urgence climatique. On dit que le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre qui réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Et on dit on doit attendre. Mais non, on ne doit pas attendre. Donc je termine avec une phrase, parce qu'il y a encore 5 points. Moi, j'avais bossé, quoi. Bon. Je voudrais juste vous dire une chose. C'est que Moving On, pour moi, et ça a été dit en introduction tout à l'heure, c'est que souvent, lorsqu'on s'attaque à un problème, les gens ont peur qu'on revienne à la bougie, qu'on vienne un petit peu titiller leur confort, etc. Et au fait, je crois que c'est ça, Moving On, c'est de montrer que c'est une plateforme d'opportunités qui montrera demain à la Commission européenne que rien que sur la question des déchets, on a une politique industrielle, on a une politique de filière d'emploi, on a une politique avec véritablement des investissements, on a une politique qui fait de l'écologie populaire, qui fait du bien aux gens, qui fait du bien à la planète et qui fait du bien à l'industrie. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Keren, une réaction à ce que vient de dire Karim Adeli. Et qu'est-ce qui reste crucial à vos yeux? Ce qui reste crucial, je pense qu'on a en fait des gens qui travaillent pas ensemble. Je pense que globalement, on veut à peu près tous la même chose. Je connais peu de gens qui se lèvent le matin en disant je veux détruire la planète, je veux que tout soit plus cher, etc. Donc, on veut à peu près tous la même chose. Quand on discute d'ailleurs avec les commissaires, avec les parlementaires, là encore, on est quand même souvent assez d'accord. Par contre, on parle pas le même langage quand il s'agit de mettre en œuvre. Et je pense que une initiative comme Moving On, c'est exactement ça son rôle. C'est de mettre les gens ensemble et de créer les chaînes de valeur. Créer les chaînes de valeur, c'est vraiment ça qui compte et c'est ça qui nous manque en fait. Se parler, créer les chaînes de valeur, oui. Très bien, je vous entends tous les deux. Mais la grande question, Karim Adeli, c'est qui va payer? Et je ne vois pas pourquoi c'est moi qui dois toujours répondre à ce genre de questions. Alors d'abord, il faut changer en Europe comme en France, la question, je suis désolée de vous le dire, mais le qui va payer, ça ne marchera jamais. Parce que personne ne veut payer. La question est, qui veut investir dans l'avenir? Vous voyez, ça change la donne. Notre imaginaire change. Et donc, la question que vous me posez aujourd'hui, c'est qui veut investir intelligemment pour ne pas payer des milliards demain par notre inaction? C'est ça la donne. Et donc, il faut dire qui va payer. Eh bien, moi, je pense qu'il y a plusieurs échelons. Tout d'abord, l'État, l'Europe doivent être un petit peu comme dans une entreprise. C'est eux qui doivent prendre le risque initial.
Vous voyez, moi je suis assez atterrée que sur toutes ces questions-là, personne ne dessine, par exemple, sur la mobilité, un plan de relance européen, notamment pour aider l'ensemble des infrastructures, des entreprises, des start-up, etc. Ce plan-là, on sait le dessiner aujourd'hui. Après le Covid, je vous assure, hein, moi j'étais aux manettes, donc je peux vous le dire, c'était quand même pas facile, mais on a réussi à l'arracher. Moi j'adorerais que Moving On, hop, on va à l'Europe et on dépose un nouveau plan de relance. Et on découpe ce qu'il nous faut sur les infrastructures, sur la volonté d'accompagner nos collectivités, sur les filières de demain. Donc, qui paye ? C'est d'abord, pour moi, l'État, l'Europe. Je dis l'Europe parce qu'il y a énormément de financements qui ne sont pas su, qui ne sont pas du tout mobilisés en France. Et donc ça, c'est un amorçage véritablement public qui est important. Deuxième chose, je sais, je ne vais pas vous faire plaisir, mais les industriels. Je sais que pour un industriel, à un moment, on dit toujours c'est les industries qui doivent payer, etc. Mais il y a certaines industries qui pourraient plus payer que d'autres. Je ne donne pas des noms. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, moi, je pense que même sur l'économie circulaire, il y a quelque chose à faire. Vous savez, moi, j'ai mis en place, ne partez pas, une redevance poids lourd. La redevance poids lourd, on est quand même l'avant-dernier pays à ne pas la mettre en œuvre. Les camions, c'est sur notamment le fluvial ou sur la route de main. Et avec cet argent, hop, on commence véritablement à avoir une volonté de réduire. Là, on pourrait penser, par exemple, sur un vrai principe pollueur-payeur avec un bonus-malus. Toutes les entreprises qui font du bien à la planète, pourquoi on ne les encourage pas ? Vous voyez ? Ça peut être quelque chose de gagnant et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup, Karima Delli. Alors, il va... Oui, on préfère tous la carotte au bâton, ça c'est clair. Et c'est vrai que un des enjeux, c'est de créer ce qu'on dit en bon français le business case, hein, et de créer de la valeur. Parce que c'est vrai que si on investit pour éviter de payer des taxes, c'est pas très incitatif. Après, il y a beaucoup de choses qui coûtent rien et qu'on peut faire. Quand on dit transférer un déchet d'un pays à l'autre à l'intérieur de l'Europe, ça coûte rien. C'est tout simple et ça coûte rien. Alors, arrêtez d'envoyer les moteurs en fin de vie en dehors de l'Europe, ça coûte rien. Arrêtez de taxer en CO2 les gens qui brûlent des déchets recyclés, ça coûte rien. En tout cas, ce processus de gestion des déchets, Philippe Carène, et je vous laisse le mot de la fin, c'est donc une priorité absolue. C'est comme ça qu'on peut entendre les choses. En tout cas, c'est oui, pour toute la problématique de l'économie circulaire, c'est la priorité numéro 1 qui a été défini par la communauté d'intérêt de Moving On. Oui. Merci beaucoup Philippe Carène, je crois qu'on peut vous applaudir très très chaleureusement. Karima Delli, vous restez